Émile fils, sa femme, la maison qu'elle les avait aidés à acheter. À présent, ils étaient assis de l'autre côté de la table, silencieux, tandis que le médiateur lisait à haute voix le montant de la compensation, 411 000 €. Les lèvres de Rachel le s'entr'ouvrirent, comme si elle allait protester. Émile, lui, fixait simplement le sol. Margot posa entre le vieux plat à tarte et dit calmement. « Vous avez laissé votre mère dans la voiture à Noël. Maintenant, elle possède votre salle à manger. » C'est à ce moment-là qu'ils comprirent, la femme qu'ils avaient rejetée n'en avait pas fini. Elle ne faisait que commencer. « Attendez, avant qu'on aille plus loin, dites-moi d'où vous regardez cette histoire? Mettez-le en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. » Elle fit un signe de la main depuis la porte. « C'est complet à l'intérieur. On vous apportera une assiette. » La tarte encore tiède reposait sur les genoux de Margot lorsqu'elle s'arrêta devant la grande maison coloniale à 2 étages, volets bleu marine et allée bordée de pierres, la maison de rêve de son fils Émile, achetée moins d'1 an plus tôt. De petites guirlandes lumineuses clignotaient le long du toit, et des couronnes parfaitement symétriques ornaient chaque fenêtre. À l'intérieur, derrière les rideaux, des ombres bougeaient. On entendait des rires, l'animation d'un repas joyeux et bien rempli. Margot jeta un œil à son reflet dans le rétroviseur, replaçant une mèche argentée envolée. Émile rouge à lèvres tenait encore. Émile manteau bleu marine, acheté en solde l'hiver précédent, était repassé et impeccable pour les fêtes. Elle avait même enveloppé la tarte dans un torchon décoratif pomme et crumble, le dessert préféré de Rachel. Margot descendit de la voiture avec précaution, ses talons crissant légèrement sur le trottoir salé. Ses mains tremblaient, non de froid, mais d'un sentiment qu'elle ne parvenait pas encore à nommer. Elle monta les marches du perron, le cœur curieusement léger, comme si, peut-être, cette année serait différente. Rachel le ouvrit la porte avant que Margot ne puisse frapper. « Margot, dit-elle d'un ton un peu trop enjoué. Tu es venue. » Margot sourit et leva la tarte. Toute chaude sortie du four. Je me suis dit que ça irait bien avec le jambon. Rachel le sortit à moitié, tirant la porte derrière elle comme pour cacher quelque chose. La musique à l'intérieur était étouffée, mais reconnaissable, Nat King Cole, Chestnut Roasting on en Open Fire. Des rires éclatèrent, suivis du tintement de couverts. Je voulais t'appeler plus tôt, dit Rachel en jetant un coup d'œil derrière elle. C'est juste qu'on est un peu à l'étroit. Un ami de la fac d'Émile est venu avec ses parents et, la maison est pleine. Margot cligna des yeux, un souffle bloqué dans la gorge. Oh, dit-elle. Rachel le continua, imperturbable. Mais ne t'en fais pas, on t'apportera une assiette, d'accord? Tu peux rester bien au chaud dans la voiture. Dedans, c'est un vrai chaos. La tarte semblait soudain plus lourde. Je vois, murmura Margot. Donc, je ne rentre pas. Le sourire de Rachel se crispa. Ce n'est rien de personnel. C'est juste, tu sais, une question de place. Margot hocha lentement la tête, à peine un mouvement. Bien sûr. De la place. Elle ne discuta pas. Elle ne pleura pas. Elle tourna simplement les talons, retourna à sa voiture, s'installa sur le siège conducteur et posa la tarte avec soin sur le siège passager. Pendant une longue minute, elle ne mit pas le contact. Elle restait là, les yeux fixés sur la maison. Par la grande fenêtre du salon, on voyait la salle à manger en pleine lumière. La table était longue, magnifiquement dressée avec des bougies effilées et des serviettes pliées en forme de cygne. Émile, debout en bout de table, découpait le jambon, un sourire aux lèvres, pendant qu'on lui servait du vin. Rachel, adossée à sa chaise, riait à une remarque d'un invité. Il n'y avait ni chaise vide, ni assiette en attente, ni un regard, ni un mot pour la fenêtre où Margot était assise seule. Elle attrapa son téléphone, puis s'arrêta. Elle n'avait rien à écrire, personne à appeler. Le seul bruit était le souffle discret du chauffage, et l'écho lointain d'un Noël auquel elle n'appartenait plus. 10 minutes passèrent. Aucune assiette ne sortit. 15. Elle partit. Sans klaxon,
sans au revoir. Juste les feux rouges qui s'évanouirent dans la neige tombante. Lorsqu'elle rentra chez elle, la maison était silencieuse. Pas de musique, pas de voix. Juste le léger bourdonnement du frigo et le tic-tac de l'horloge au-dessus de la cheminée. Elle posa la tarte intacte sur le plan de travail et accrocha son manteau avec une précision mécanique. Ses doigts bougèrent d'eux-mêmes, la guidant vers le placard du couloir. Elle s'agenouilla, ouvrit le tiroir du bas et en sortit un petit coffre-fort ignifuge. La combinaison tourna avec une lente familiarité, l'année de naissance d'Émile, la date de leur anniversaire de mariage, le mois où Henri était mort. À l'intérieur, tout était resté à sa place. Relevé bancaire, virement, et une chemise cartonnée couleur manille étiquetée en lettres majuscules, co-investissement, propriété 2243 allée du Chêne. Elle la tint un instant entre ses mains, puis la déposa doucement sur la table de la cuisine avant de s'asseoir en face. Il n'y avait ni fureur dans sa poitrine, ni éclat de voix, seulement de la précision. Ce soir-là, elle ouvrit son coffre-fort et en sortit les documents du co-investissement immobilier. Ils appelaient ça un cadeau, pensa-t-elle, mais je me souviens du contrat, des pièges, et du silence quand j'ai demandé des nouvelles. 2 ans auparavant, la cuisine embaumait le café fraîchement préparé et une espérance prudente. Margot était assise à sa petite table en chêne, feuilletant les pages glacées de l'estimation hypothécaire qu'Émile venait de lui remettre. La neige tombait en spirale paresseuse et silencieuse. À l'intérieur, tout semblait aller trop vite. Il nous faut juste atteindre les 20% d'apport, dit Émile en tapotant le document du dos de son stylo. Le prêteur est exigeant depuis que je suis sans emploi depuis quelques mois. Le crédit de Rachel nous aide, mais sans l'apport complet, c'est impossible. Margot ne dit rien. Elle continua à lire, ses yeux se rétrécissant à la section des frais de clôture. Rachel, adossée au plan de travail, les bras croisés, affichait un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. On te remboursera, bien sûr. Mais si on le présente comme un cadeau pour la banque, ils approuveront le prêt plus rapidement. Margot regarda son fils. Tu sais, je garde cette rente depuis que ton père est parti. Je voulais qu'elle serve à quelque chose de réel. Pas à des brunchs, ni à une voiture, mais à quelque chose qui dure. C'est réel, maman, répondit Émile, sa voix plus douce. Cette maison, c'est notre foyer pour toujours. Elle le regarda alors. Pas sa barbe trop soigneusement taillée. Pas la chemise avec le logo de Laurent Réal. Mais le garçon qu'elle avait élevé. Celui qui passait ses dimanches à l'aider à corriger des dictées. Celui qui avait pleuré quand il s'était fracturé la clavicule en CM2 et l'avait remercié de lui avoir tenu la main aux urgences. Elle soupira, replia la page, et dit. D'accord. Je vais transférer les fonds. La suite ne fut qu'un tourbillon. Formulaire notarié, virement, rendez-vous à la caisse de crédit. La rente d'assurance vie qu'elle n'avait pas touchée depuis 6 ans à 95 000 € fut liquidée et transférée sur un compte joint pour constituer l'apport initial. Mais il y avait eu une condition. Je veux que mon nom figure sur l'acte de propriété. 30% de part, avait-elle dit. Pas d'ingérence, pas de décision, juste une reconnaissance. Rachel le avait souri. Bien sûr, je m'occupe de la paperasse. Ma cousine est parajuriste, elle nous aide à tout finaliser. Ce fut la dernière fois que Margot vit un document écrit. La signature de l'acte eut lieu 2 semaines plus tard. Margot ne fut pas invitée. Le notaire limitait les présences pour plus d'efficacité, avait dit Rachel. Margot ne reçut jamais de copie de l'acte final, malgré 2 relances. Les emails devinrent brefs, puis cessèrent. Et pourtant, Margot faisait confiance à Émile. Elle se disait que les papiers s'étaient égarés, que les jeunes étaient dépassés par l'installation dans une nouvelle maison. Que le silence n'était pas forcément une trahison. Mais peu à peu, ce silence s'étendit. Subtil, mais incontestable. Le premier Noël après leur emménagement, on l'invita à passer pour le dessert, après le dîner terminé. À l'anniversaire d'Émile, elle fit la vaisselle pendant que les parents de Rachel le portaient le toast.
Les barbecues d'été se faisaient sans elle. Les messages de groupe se firent plus rares. Le spectacle de fin d'année de son petit-fils? Elle en vit des photos sur Internet. Elle n'avait même pas su qu'il avait eu lieu. Margot ne protesta pas. Elle ne posa pas de questions. Mais elle commença à tout archiver. Fiches de discussion par email, capture d'écran de Venmo, confirmation bancaire. Elle constitua un dossier étiqueté 2243 allant aux documents personnels. Personne ne la vit faire. Personne ne lui demanda. Mais ce moment, sur le perron, ce soir de réveillon, un gâteau chaud à la main et aucun siège pour elle, transforma une douleur sourde en une détermination glaciale. Ce soir-là, dans sa cuisine, la chemise manille était ouverte. Et en son centre, l'email que Rachel le avait envoyé 2 ans plus tôt. Nous déposerons votre part de l'acte la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Margot fixa le document, puis attrapa son téléphone. Elle fit défiler ses contacts jusqu'à en trouver un, Chantal Liévin, avocate spécialisée en immobilier, recommandée par le groupe de parents d'élèves. Émile Doigt hésita, puis appuya sur rappeler. Une voix posée répondit à la 2e sonnerie. Chantal Liévin à l'appareil. Margot prit une inspiration. Bonjour, ici Margot Perrin. J'ai besoin d'un état des lieux juridiques sur une maison dans laquelle j'ai co-investi. J'ai besoin de savoir ce qui m'appartient. En apparence, Margot appelle une avocate en immobilier et lui demande une recherche de titre de propriété. La guirlande qu'elle avait achetée brillait sur mon crédit immobilier, mais mon nom, lui, n'a jamais brillé dans ses invitations. Cet après-midi-là, les lumières étaient aveuglantes. Trop vives, trop parfaites, presque cruelles dans leur symétrie. Margot était assise dans sa voiture, garée en face de la maison d'Émile et Rachel. Moteur coupé, chauffage au ralenti. C'était le lendemain de Noël, la neige commençait à fondre, ne laissant derrière elle que de la gadoue et quelques touffes d'herbe jaunie. Mais la maison des Laurent Perrin semblait intacte. Une image de magazine. 4 couronnes, une pour chaque fenêtre donnant sur la rue, nouée avec de larges rubans de velours bordeaux. Une pancarte brillante, maison de rêve pour les fêtes, était plantée dans le jardin parfaitement entretenu, et de la vraie guirlande de pain pas du plastique enlaçait la rambarde du perron, illuminée de petites ampoules blanches qui luisaient encore dans la lumière déclinante. Émile regard monta vers la grande baille vitrée à l'avant à la même à travers laquelle elle avait regardé, sans assiette, une tarte à la main, quelques jours auparavant. Une voix féminine la fit sursauter. Tu es plus courageuse que moi, Maggie. Moi, je ne pourrais pas m'asseoir en face de quelque chose que j'ai aidé à construire et dont on m'a évincé. Margot se tourna et vit Brigitte, son ancienne voisine, 2 maisons plus loin, qui promenait son chien. La laisse pendait mollement à sa main. Le petit terrier reniflait la neige fondue sans grand intérêt. Margot baissa la vitre. Brigitte. Brigitte plissa les yeux vers la maison. J'ai vu la newsletter de Rachel. Et toi? Margot fronça les sourcils. Quelle newsletter? Brigitte fouilla dans sa poche de manteau, sortit son téléphone et fit défiler quelques écrans avant de le tendre à Margot. L'objet du message était, joyeux et lumineux. Notre premier Noël dans la maison de nos rêves. Margot fit défiler. Un collage de photos, Rachel le accrochant des boules. Émile posant l'étoile au sommet du sapin. Leur petit garçon en pyjama rouge ouvrant ses cadeaux près de la cheminée. Des légendes accompagnaient chaque image. Nous avons bâti cette maison avec du travail, de l'amour et l'esprit d'équipe. Tellement reconnaissant envers la famille de Rachel pour leur soutien pendant le déménagement. Nous n'aurions pas tenu sans eux. Margot continua à faire défiler. Aucune mention d'elle. Aucun remerciement pour la rente qu'elle avait sacrifiée. Aucune allusion à la femme qui avait vendu le dernier vestige de l'héritage de son mari pour que cette maison tienne debout. Elle rendit le téléphone, les doigts crispés sur le volant. Merci, Brigitte. Brigitte lui lança un regard entendu. Tu as raison d'être blessée. Je ne suis pas blessée, répondit Margot d'une voix calme. J'observe le schéma.
De retour chez elle, Margot se déplaçait comme quelqu'un qui avait déjà vécu cela mais plus lentement, plus posément cette fois. Elle se fit du thé sans le boire. Elle sortit son dossier ignifuge du tiroir et en étala le contenu sur la table à manger. Reçu, avis de virement, notification de liquidation de la rente, 3 emails d'Émile concernant les transferts d'argent, 2 de Rachel le confirmant les calendriers de dépôt, même un message vocal conservé sur son téléphone. La voix enjouée et pressée de Rachel le disait. Le courtier hypothécaire vient de confirmer le dépôt. Merci encore, Margot. Vraiment. Margot ouvrit une feuille de calcul. Date, source, description, montant. À chaque frappe, quelque chose en elle s'apaisait. Ce n'était pas de la colère. C'était une stratégie. À la tombée de la nuit, la table était couverte d'enveloppes étiquetées, de dossiers et d'impressions, tous classés par couleur et annotés. Une fois l'organisation terminée, elle reprit son téléphone et composa à nouveau le numéro de Chantal Liévin. La messagerie s'enclencha. Bonjour Chantal, c'est encore Margot Perrin. Juste pour savoir si vous avez trouvé quelque chose sur le titre de propriété. Je rassemble quelques éléments de mon côté aussi. Merci. Elle raccrocha, puis fixa la pile de documents sur la table. Les preuves n'étaient pas émotionnelles. Elles étaient chiffrées. Et irréfutables. 1 heure plus tard, alors qu'elle essuyait le comptoir et éteignait les lumières, son téléphone vibra. Numéro inconnu. Elle répondit. Margot, fit la voix de Chantal. Désolé pour le retard. Je viens d'avoir accès à l'intégralité du titre de propriété. Margot posa le torchon. Oui, tu es toujours copropriétaire, dit Chantal. Juridiquement, tu détiens encore 30%. Margot ne répondit pas tout de suite. Chantal poursuivit, le transfert de propriété n'a jamais été finalisé. Cette maison est à toi aussi, Margot. L'avocate rappela plus tard, ton nom figure toujours légalement sur l'acte de propriété. Copropriété. Le transfert n'a pas été achevé. Ils pensaient qu'en t'excluant, ils t'effaçaient. Mais ils ont construit leur mur sur ta signature. Margot était assise seule à la table de sa cuisine. Des documents juridiques étaient étalés devant elle, comme le plan d'une vie qu'elle avait financée, mais dont on l'avait exclue. Une lampe en céramique diffusait une lumière chaude sur les feuilles, mais rien dans ses lectures n'était chaleureux. Ses doigts glissaient lentement sur chaque ligne, désormais ferme, sans tremblement. Les faits avaient remplacé les émotions. La maison située sur Allée du Chêne, selon le titre foncier, était en copropriété, 70% au nom d'Émile et Rachel Le Laurent, 30% à Margot Perrin. Aucun bail, aucun contrat de location, aucune clause formelle de cohabitation. Tu ne figures pas seulement sur le titre, lui avait dit Chantal lors de leur appel de l'après-midi. Tu es copropriétaire. Légalement, ils ne peuvent pas t'en interdire l'accès. Tu as le droit d'entrer, d'utiliser et de profiter du bien, à moins qu'un accord ne stipule le contraire. Et d'après ce que je vois, il n'y en a aucun. Margot avait fermé les yeux pendant que Chantal parlait, inspirant calmement l'autorité tranquille de ses paroles. Ils m'ont enfermé dehors, avait-elle murmuré. Mais cette maison n'a jamais été seulement la leur. Elle tourna une page de son dossier jusqu'à tomber sur une clause surlignée, droit de possession en l'absence de clause restrictive. Claire et nette. Margot avait tous les droits légaux d'être là. Le plancher grinça doucement lorsqu'elle se leva pour traverser la pièce et poser une bouilloire sur la cuisinière. Elle ne voulait pas de café. Elle voulait juste quelque chose de chaud à tenir entre ses mains pendant que ses pensées s'éclaircissaient. Elle imagina Rachel dans sa cuisine soigneusement décorée, celle avec la crédence en marbre et les 2 fours, organisant des soirées vin entre amis qui la qualifiaient de pilier de la famille. Margot croyait presque entendre les rires, voir le plateau apéritif parfaitement stylisé façon Inspicrea, disposé sur l'îlot en bois récupéré au celui qu'elle avait contribué à financer. Elle n'était pas amère. Elle était réveillée. Quand la bouilloire siffla, elle versa l'eau sur un sachet de camomille et ramena la tasse à la table. Cette fois,
elle ne s'assit pas. Elle resta debout, sirotant sa tisane tout en relisant le courriel que Chantal venait de lui envoyer. Mon conseil, envoie d'abord une notification courtoise avant toute action directe. Cela te protège légalement, et c'est simplement la bonne manière de faire. Tu n'as pas besoin de leur permission, Margot, mais la clarté joue toujours en ta faveur. Elle regarda par la fenêtre de la cuisine. Le lampadaire illuminait la pelouse givrée d'un éclat argenté. Sa voiture était garée dans l'allée, de la vapeur s'échappait encore légèrement du capot, souvenir de son trajet plus tôt. Elle ne savait pas ce qui s'était brisé le plus son cœur, ou l'illusion que l'amour, à lui seul, suffisait pour avoir une place à la table de quelqu'un. Mais maintenant que l'illusion s'était dissipée, il ne restait plus que la vérité et cela, enfin, était une forme de pouvoir. Elle ouvrit son tiroir et sortit un bloc-notes, le même genre qu'elle gardait autrefois près du téléphone de sa salle de classe, quand elle enseignait encore en 6e. Il y avait encore quelques gribouillis sur les premières pages, idées de cours anciennes, liste de courses, peut-être un rappel de rendez-vous chez le dentiste. Elle tourna jusqu'à une page blanche et saisit son stylo. En haut, en lettres majuscules nettes, elle écrivit « Nouvelle année, nouvelle limite ». Puis elle souligna cette phrase d'un seul trait. Elle éteignit la lampe, ne laissant que la lumière du couloir derrière elle, et monta l'escalier vers sa chambre. Ses pas étaient désormais assurés, sa respiration régulière. Demain, elle rédigerait la lettre. Ce soir, elle dormirait sans douter d'elle-même. Car pour la première fois depuis qu'Émile lui avait tendu cette demande de prêt immobilier, 2 ans plus tôt, Margot ne sentait plus le besoin de demander la permission. Elle faisait déjà partie de l'histoire. Margot écrivit une ligne sur son bloc-notes. Nouvelle année, nouvelle limite. Ils m'ont exclu. J'ai utilisé ma propre clé. La clé glissa dans la serrure comme si elle n'avait jamais été oubliée, comme si elle avait silencieusement attendu ce moment précis. Margot se tenait devant la porte du 2243, allée du Chêne, la main posée sur la poignée en laiton froide, la respiration calme, le dos droit. Le ciel au-dessus était terne et gris. La Saint-Sylvestre approchait, mais la rue était silencieuse. Aucun voisin dehors, aucune voiture dans l'allée. Rachel Le et Émile étaient à Aspen. Elle l'avait vu sur le compte Instagram de Rachel Le, coupe de champagne levée, tenues assorties en laine polaire, légendée, accueillir 2024 avec mon pour toujours. Émile ne regardait pas l'objectif. Émile's sourire était à moitié sincère. Margot tourna la poignée et entra. L'alarme ne se déclencha pas. Elle le savait. Ils avaient désactivé le système pour la personne qui gardait le chien, laquelle n'était apparemment pas restée toute la semaine. Une gamelle de croquettes, intacte, traînait au sol. Le chauffage était réglé sur bas, et la maison baignait dans un calme anormal. Elle referma la porte derrière elle, la verrouilla, et ôta ses chaussures. Ce n'était pas une effraction. C'était une reprise de possession. Le parquet grinça sous ses pas, mais ce ne fut pas le bruit qui la frappa, ce fut l'odeur. Plus rien de la lavande qu'elle leur achetait autrefois en gros. À la place, l'air sentait l'eucalyptus et quelque chose de plus froid comme du linge d'hôtel et une richesse mise en scène. Margot traversa lentement le salon, inspectant chaque détail. Les meubles étaient neufs. Plus aucune trace du fauteuil de lecture qu'elle leur avait offert quand Émile avait emménagé. Plus aucune couverture de son coffre en cèdre. Le mur de cadre était maintenant occupé par des portraits familiaux en noir et blanc, les parents de Rachel le tenant leur petit-fils. Le mariage de la sœur de Rachel. Rachel le entoche de diplômé. Émile figurait sur la plupart des photos. Émile sourire estompé dans l'éclat de sa femme. Pas une seule photo de Margot. Elle entra dans la cuisine. Les mêmes plans de travail en marbre. Le même îlot en bois de boucher qu'elle avait aidé à financer par chèque. Elle ouvrit les tiroirs d'un geste clinique. Tous les plats, casseroles et ustensiles étaient neufs. Aucun des siens, transmis de sa propre cuisine, ne restait. Elle glissa la main dans la poche de son manteau, sortit son téléphone et ouvrit l'appareil photo. Une à une, elle immortalisa les pièces,
la crédence qu'elle avait financée à moitié, le four double qu'elle avait contribué à acheter pour les fêtes. Le bar encastré dont il disait qu'il réunirait la famille. Snap. 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 Elle monta à l'étage, observant chaque salle de bain rénovée, le dressing sur mesure dont Rachel le s'était vanté un jour lors d'un brunch. Son ami de l'église l'avait entendu. La chambre d'amis, autrefois celle de Margot lors de ses visites, était désormais un bureau. Un espace épuré, impersonnel, avec étagères en verre et meubles minimalistes. Même le matelas avait disparu. De retour en bas, elle s'arrêta à la console près de l'escalier. Une pile de courriers non ouverts et de cartes de Noël brillantes était étalée dans un plateau en céramique. Elle les feuilleta du bout du doigt. Toutes provenaient de la famille de Rachel. Toutes adressées à Monsieur et Madame Laurent, ou simplement à la famille Laurent. Pas une seule, pensa Margot. Pas une seule ne l'avait incluse. Elle reposa la pile avec soin, puis ouvrit son sac à main. À l'intérieur, une enveloppe manille plate, cachetée, timbrée et envoyée en recommandé. Elle la posa doucement au centre de l'îlot de cuisine, parfaitement aligné entre le bord et la corbeille de fruits. Encre noire. Net et sans équivoque. Une notification de droit de possession déposée en vertu du statut de copropriété, article 14b, section 2. Juste en dessous, les coordonnées de son avocate. Elle recula d'un pas, prit une dernière photo de l'enveloppe posée sur l'îlot de la cuisine, enfila ses chaussures, ouvrit la porte d'entrée et sortit dans le froid. Sa voiture était déjà chaude lorsqu'elle la démarra. Le chauffage s'enclencha rapidement. En quittant le trottoir, elle jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, non pas vers la maison, mais vers ce qu'elle avait laissé à l'intérieur. Pas des souvenirs, ni des émotions ou des preuves. Elle avait déposé une enveloppe recommandée sur leur îlot de cuisine, notification de droit de possession. Ils appelaient cela du sabotage. Elle appelait cela une mise à jour du titre de propriété. L'email atteignit la boîte de réception de Rachel le à 7h42. Objet en majuscule, vous avez dépassé les limites. Rachel n'avait pas encore fini son café. Le soleil se levait à peine. Sa robe de chambre encore serrée à la taille, elle était assise à la table où, autrefois, elle corrigeait des dictées avec Émile, bébé sur la hanche. Elle ouvrit le message sans sourciller. Margot. Nous sommes rentrés de voyage pour découvrir que vous étiez entrés chez nous sans autorisation. C'est une violation de notre vie privée, honnêtement, de notre confiance. Peu importe les papiers que vous pensez détenir, cela reste une intrusion. Vous avez pris des photos. Vous avez fouillé notre courrier personnel. Vous avez laissé des documents juridiques sur notre îlot de cuisine comme si c'était un coup de force. C'est inacceptable. Si vous ne retirez pas formellement cette prétendue notification de possession, nous envisagerons une ordonnance d'éloignement. Ne nous contactez plus avant que nous ayons consulté un avocat. Rachel. Aucune pièce jointe, aucune formule de politesse, aucune chaleur, juste de la colère déguisée en jargon juridique et agressivité passive. Margot but une gorgée de café, imperturbable. Elle relut le message une fois encore, pour s'assurer de n'avoir rien manqué, puis retira ses lunettes et les posa doucement sur la table. Elle ne répondit pas. Pas tout de suite. 1 heure plus tard, son téléphone sonna. C'était Émile. Elle décrocha à la 2e sonnerie. « Salut, maman », dit-il d'une voix déjà tendue. « À quoi tu pensais ? » « Je pensais, » répondit-elle calmement, « que je suis propriétaire à 30% de cette maison. Et que les propriétaires ont le droit de visiter leurs biens, surtout quand personne n'est là et que rien n'est fermé à clé. Tu ne nous as rien dit. Tu ne m'as pas invité pour le réveillon. » Émile se tut un instant. « Donc ce n'est pas à propos des fêtes ? » Rachel est furieuse. « Tu nous as pris de court. »« Non, » dit Margot d'une voix glaciale. « Je vous ai rappelé. Vous avez peut-être essayé d'oublier, mais je n'ai jamais renoncé à ma part. Je ne suis pas entré chez des étrangers. Je suis entré dans mon investissement. Maman, voyons. J'ai été invité.
Elle le coupa. Pas verbalement. C'est à cela que sert l'acte de propriété. Elle l'entendit soupirer à l'autre bout du fil, frustré, coincé. Le garçon qu'elle avait élevé est tendre mais influençable peinait à concilier la femme qui lui laissait des mots doux dans sa boîte à goûter avec celle qui défendait aujourd'hui ses droits juridiques. « Je ne veux pas que ça devienne moche, dit-il enfin. Alors peut-être que tu aurais dû me traiter comme de la famille avant de me faire attendre dehors avec une tarte. » Elle raccrocha sans un mot de plus. Vers midi, Chantal Liévin avait déjà rédigé l'acte de saisie conservatoire. Margot resta debout devant son imprimante, regardant les pages sortir une à une. L'entête était clinique, le corps du texte dense en formules juridiques. Notification de privilège équitable, en attente de résolution des conditions de copropriété. Le genre de document qui bloque des hypothèques, suspend des ventes, et suscite des murmures dans les agences immobilières. À 15h18, Margot transféra le document à Rachel Le par email. Elle y ajouta une seule phrase. Puisque vous consultez un avocat, merci de demander à ce dernier de contacter le mien directement. Ceci n'est pas une menace. C'est une clarification de titre. Puis elle appuya sur « Envoyer ». Elle ne s'attendait pas à une réponse et n'en reçut pas. Mais à 17h47, son téléphone s'alluma de nouveau. Numéro de Chantal. L'avocat de Rachel le vient d'appeler, dit Chantal, un sourire dans la voix. Elle a évoqué une éventuelle ordonnance d'éloignement. Margot éclata de rire. Quel essai! Les juges civils adorent quand les plaignants oublient qui est inscrit sur l'acte. Quoi qu'il en soit, dit Chantal, j'ai déposé l'acte. C'est actif. Ils ne peuvent ni refinancer, ni vendre, ni réorganiser quoi que ce soit avant que ce soit réglé. Parfait, dit Margot. Enfin, on a la conversation qu'ils évitent depuis 2 ans. Elle raccrocha, se versa une nouvelle tasse de café, et ouvrit la fenêtre pour laisser entrer l'air vif de l'hiver. Il sentait le pain et le métal froid comme de l'acier sous la neige. Rachel le menace de déposer une ordonnance d'éloignement, mais l'avocate de Margot dépose un privilège conservatoire en premier. Ils avaient repeint les murs. Moi, j'avais reconstruit les fondations. Le plan de travail en marbre brillait sur les photos que Rachel le avait publiées le lendemain de leur retour d'Aspen. Légendé, nouvelle année, nouveaux souvenirs. Une famille souriante autour d'un plateau de fromage, la peinture blanche fraîche dans le salon, le petit en pyjama assorti. Encore une fois, pas un mot sur l'hypothèque, pas une allusion à la lettre recommandée qui restait intacte sur le comptoir de la cuisine. Mais Margot savait que ce silence n'était qu'une façade. Car sous les murs fraîchement repeints, sous cette vie soigneusement mise en scène et les légendes impeccables de Rachel, la structure même de la maison avait changé. Et contrairement à une guirlande ou une couche de peinture, cela ne pouvait être effacé. Dans l'annexe modeste de la banque hypothécaire du centre-ville, Margot était assise en face d'une femme prénommée Joyce, dont la plaque portait la mention « responsable principal du règlement des prêts ». La pièce sentait le produit à citron et le café trop léger. Dehors, la circulation bourdonnait sous un ciel gris de janvier, mais à l'intérieur, tout était figé dans une tension sourde. Joyce ajusta ses lunettes. « Oui, mademoiselle Perrin. J'ai examiné les documents que votre avocat a transmis, y compris l'hypothèque et les relevés de co-investissement initiaux. Vous êtes légalement copropriétaire du bien. Cette hypothèque implique qu'aucune vente future, refinancement ou prêt sur la valeur nette ne peut être effectué sans votre consentement explicite. » Margot hocha la tête. Calme. Pas de triomphe, juste une reconnaissance. Et puisqu'aucun accord séparé ne vient limiter vos droits d'occupation, ajouta Joyce en tapotant le dossier, vous avez droit à une jouissance équitable de la propriété. Techniquement, vous pourriez y entrer demain et réclamer une chambre. Ce serait chaotique, mais légal. Margot ne broncha pas. Je ne cherche pas à partager des murs, dit-elle. Je veux récupérer ceux que j'ai payés. Joyce hésita. Vous comprenez que cela met les autres parties en difficulté. Je ne suis pas celle qui a retiré la chaise de la table, répondit Margot.
Je me suis contenté de tirer le rideau. De retour chez elle, Margot se dirigea directement vers son imprimante. Elle avait rédigé la lettre elle-même, 2 versions, chacune plus affinée que la précédente. Chantal en avait validé le ton, clair, formel, sans agressivité. C'était l'équivalent juridique d'un regard franc. Elle inséra la version finale dans l'imprimante et signa au bas de la page. Acquis de droit. Je fais valoir mes droits financiers concernant le bien situé au 2243 allée du Chêne. En tant que copropriétaire enregistré à hauteur de 30%, j'exerce mon droit de participer à toutes les décisions futures juridiques, financières et d'occupation relatives aux dits biens. Veuillez trouver ci-joint les termes proposés pour un nouvel accord de copropriété, rédigé par mon avocat. Il inclut une définition claire des limites financières, des responsabilités d'entretien et des modalités d'évaluation de l'équité en cas de vente. Je vous invite à en prendre connaissance en toute bonne foi. Cordialement, Margot L. Perrin. Elle glissa la lettre dans une enveloppe, la scella, et se rendit au bureau de poste pour l'envoyer en recommandé. Au guichet, la préposée lui demanda si elle souhaitait un reçu de suivi. Oui, répondit Margot sans hésiter. Je veux désormais une preuve de tout. Ce soir-là, le soleil venait à peine de se coucher lorsque son téléphone sonna. Émile. Elle pensa à ne pas répondre, mais le silence entre eux était devenu trop tranchant. Elle décrocha. Sa voix était basse, comme s'il s'était isolé pour ne pas être entendu. Rachel le est furieuse. Je suis au courant, répondit Margot. Elle dit que tu nous coinces, que tu essaies de nous expulser de notre propre maison. Je défends ce qui est à moi, dit calmement Margot. Ce n'est pas pareil que de forcer qui que ce soit. Un silence. Maman, qu'est-ce que tu essaies vraiment de faire? La question n'était pas accusatrice. Elle était fragile, incertaine. Celle d'un fils qui venait à peine de comprendre que l'échafaudage qu'il croyait solide avait été lentement démonté, par ses propres décisions. Margot regarda par la fenêtre. Les arbres étaient désormais nus. Le vent les avait dépouillés de toute apparence. Ce que j'essaie de faire, dit-elle doucement, c'est m'assurer que plus jamais on ne m'efface. Ni de ma famille, ni de ce que j'ai bâti, de mes mains et de mes économies. Tu l'as appelée ta maison de rêve, mais c'est aussi ma réalité. Elle entendit sa respiration se bloquer. Il ne raccrocha pas. Il ne répondit pas. Juste le silence. Émile l'appela et murmura. Rachel le est furieuse. Qu'est-ce que tu essaies vraiment de faire? Ils ont dit qu'il n'y avait pas de place pour moi. J'en ai créé légalement. L'entrepreneur releva les yeux de l'esquisse, un sourcil levé. Vous voulez redessiner une partie d'une maison où vous ne vivez pas? Margot croisa son regard de l'autre côté de la table du café, la vapeur montant entre eux depuis des tasses de café intactes. Elle fit glisser une copie de l'acte de propriété sur la table, son doigt tapotant la ligne où figurait son nom. Je n'y vis pas, mais je possède 30%. Et il est temps que cela se voie. Dehors, les vents de janvier hurlaient le long de la rue principale, secouant les vitres du café de leur bourrasque glacée. À l'intérieur, tout respirait le bois chaud et les conversations animées, mais entre Margot et l'entrepreneur, un silence tendu s'imposait. Je ne cherche pas à faire de scandale, ajouta-t-elle après un moment. Je veux juste récupérer l'espace que j'ai déjà payé. L'entrepreneur, un homme mince à la barbe fournie nommé Dylan recommandé par Chantal hocha lentement la tête en ouvrant son carnet. Très bien, parlons de l'empreinte au sol. L'après-midi venu, la table de salle à manger de Margot s'était transformée en un véritable atelier de conception. Plan, impression inspicréa, classeur de devis et d'autorisation, elle encerclait et surlignait avec une précision calme, comme une femme qui planifie sa vie, non une bataille. Un dossier portait l'étiquette espace UA aux désignations MLP. Les plans prévoyaient de transformer le salon arrière, actuellement utilisé comme débarras, en une suite privée complète, chambre, salle de bain, entrée latérale indépendante. Elle avait même noté que cette transformation augmenterait la valeur de revente. C'était logique, légal,
inévitable et profondément personnel. Margot passa la main sur un échantillon de papier peint, bleu pâle à motif damassé doux. Il lui rappelait son ancienne chambre d'amis, avant qu'elle ne soit transformée en bureau minimaliste. Émile Parfum effaçait des draps. « Tu n'es pas en train de décorer », se murmura-t-elle. « Tu es en train de reconquérir. » Plus tard dans la soirée, Chantal lui faisait face en appel vidéo, examinant les versions finales. « J'ai intégré les documents à ton dossier de revendication de copropriété, » dit l'avocate. « Je vais les transmettre officiellement aux avocats d'Émile et Rachel. » Margot se pencha vers l'écran. « Assure-toi que le ton soit respectueux, mais pas trop doux. » Chantal esquissa un sourire. « C'est déjà fait. » La caméra clignota légèrement pendant que Chantal faisait défiler l'écran. « J'ai aussi ajouté une clause proposant un accès planifié à la propriété pour inspection des travaux de conception. Cela les ébranlera plus que la suite en elle-même. » Margot hocha la tête une seule fois. Bien. Elle ne dit pas ce qu'elle pensait vraiment, que, pour la première fois depuis le réveillon de Noël, son cœur se sentait à nouveau stable. Pas à cause de la vengeance. À cause de la présence. Elle n'était plus quelqu'un qui donnait en silence pour ensuite disparaître. Elle était désormais quelqu'un qui laissait des preuves, qui revenait, qui se montrait. 2 jours passèrent. Puis 3. Aucun retour. Le 4e matin, alors que Margot rentrait de promenade et secouait la neige de ses bottes, son téléphone vibra. Un mail de Chantal Liévin. Objet, réponse au conseil Laurent. Elle cliqua. Margot. J'ai reçu une réponse officielle de l'avocat de Rachel Le et Émile. Elle est brève et sans détour. Absolument pas. C'est notre résidence privée. Aucune contre-proposition. Aucun accord sur les conditions de copropriété. Rejet pur et simple. Vous souhaitez discuter de la suite. Margot fixa l'écran. Émile rythme cardiaque ralentit au lieu de s'accélérer. Pas de choc. Pas de cri. Juste le retour froid et lucide de la détermination. Elle relut une fois encore la dernière phrase. C'est notre résidence privée. Comme si son nom ne figurait pas sur l'acte. Comme si l'apport initial n'avait pas été financé par la pension de réversion de son mari. Comme si le fait d'avoir été relégué à attendre dans la voiture à Noël n'était pas une exception, mais le seuil minimum de l'effacement qu'on lui imposait. Elle posa le téléphone et reprit le carnet du début du mois. Elle ne raya pas la ligne frontière de la nouvelle année. Elle en traça une autre en dessous. 2 fois plus épaisse. Rachel le répond via son avocat, absolument pas. C'est notre résidence privée. Ils ont bâti leur vie avec mon argent. Moi, j'ai bâti un dossier qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Le classeur atterrit sur le bureau de l'avocate avec un poids qui n'était pas que physique. Il était chargé d'histoire. Couverture en cuir rouge, coin en laiton, une étiquette personnalisée imprimée sur la tranche, en police serif marqué, pièce à fondation de cette maison. Chantal l'ouvrit lentement, les sourcils levés, feuilletant chaque section avec attention. Derrière des pochettes plastiques se trouvaient des reçus de virements bancaires, des déclarations notariées, des relevés annotés, des photos de la rénovation de la cuisine financée par Margot, des captures d'écran de messages textes, chacun horodaté, une serviette scannée avec un mot de Rachel Le. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es généreuse. On ne t'oubliera jamais. Chantal leva les yeux. C'est du béton, dit-elle. Margot s'adossa dans son fauteuil, les mains jointes. C'est tout ce qu'ils n'ont jamais mis par écrit, jusqu'à ce qu'ils oublient que moi, je l'avais fait. 1 semaine plus tôt, après le refus brutal de Rachel Le par voie légale, Margot s'était tue. Non pas en signe d'abandon, mais de préparation. Elle avait passé 3 jours à fouiller dans ses dossiers, tirant des documents de vieilles boîtes à chaussures et de clés USB couvertes de poussière. L'idée du classeur venait d'elle, quelque chose de tangible, de concret, qu'on ne pouvait pas écarter d'un glissement de doigts. Chaque intercalaire avait un but, preuve de transfert, frais de rénovation, promesses orales, chronologie des exclusions.
Chaque allégation avait son document. Chaque souvenir, sa date. Margot ne faisait pas que revendiquer la propriété. Elle prouvait que les fondations de la vie de Rachel et Émile, cette maison, cette image, ce rêve soigneusement construit avait été posé brique par brique grâce à ses sacrifices, son nom, ses pertes. Le lendemain matin, après avoir remis le classeur à Chantal, Margot rédigea sa proposition. Écrite à la main, non par nostalgie, mais par volonté de contrôle. Émile écriture, précise, façonnée par des décennies à corriger des copies, rédiger des cartes de condoléances et signer des bulletins scolaires avec soin et fermeté. Rachel et Émile. Je ne souhaite pas habiter une maison où je ne suis pas la bienvenue. Mais je veux les quitter. La justice. Je propose donc ceci, la maison doit être vendue. Le produit de la vente doit être partagé en fonction des contributions financières vérifiables et du titre de propriété. Mon avocate se chargera de l'évaluation si vous acceptez de coopérer. Vous pouvez refuser, mais l'étape suivante sera une médiation formelle. Merci de répondre avant la fin de la journée de vendredi. Margot. Elle scanna la lettre, l'envoya dans le suivi de Chantal, et attendit. La réponse arriva 2 jours plus tard, non de Rachel directement, mais de sa nouvelle avocate. Nous rejetons votre proposition. La maison n'est pas à vendre. Toute tentative en ce sens entraînera un recours juridique. Le visage de Chantal se crispa légèrement en lisant à voix haute. Elle fait de l'intimidation. Aucune contre-proposition, aucun adoucissement dans les termes. Juste une menace. Margot se versa un verre d'eau. Alors, forçons leurs mains. Vous êtes sûr de vouloir aller en médiation? J'en ai fini de faire semblant d'avoir une famille avec des gens qui me traitent comme une transaction. Chantal hésita. Ce ne sera pas rapide. Ce sera public. Déposition, divulgation financière. Margot leva la main. Qu'il parle sous serment, alors. Je n'ai rien à cacher. À la fin de la semaine, le dossier de médiation fut déposé. Margot était assise côté passager dans la Prius de Chantal alors qu'elle sortait du palais de justice du comté. Le ciel était gris, lourd de pluie. Sur ses genoux reposait une enveloppe tamponnée. Notification d'intention de partage judiciaire. Affaire, Margot Perrin contre Émile et Rachel Laurent. Vous êtes prête pour la suite? Demanda Chantal en s'arrêtant à une station-service. Les yeux de Margot restèrent fixés à l'horizon. Il voulait que je quitte la maison. Il ne pensait juste pas que je partirais avec le titre de propriété. Ce soir-là, elle se fit à dîner pour la première fois depuis plusieurs jours. Poulet au citron, asperges rôties, une demi-bouteille de sauvignon blanc. Elle alluma une bougie, dressa la table avec une serviette en tissu et une assiette en céramique. Pas de papier. Pas de raccourci. Et avant de prendre la première bouchée, elle leva son verre et murmura. À celle qui a gardé les preuves. Margot déposa une notification officielle d'intention de partage judiciaire du domicile. La liste des invités à leur pendaison de crémaillère était longue. Leur défense juridique, beaucoup moins. Les rumeurs commencèrent dans le sous-sol de l'église, entre des carrés au citron et du café tiède. J'ai entendu dire que Margot poursuit son propre fils. Non. Elle est légalement copropriétaire. C'est acté. Après qu'ils l'eurent laissé seul dans la voiture à Noël, je me suis dit que j'aurais fait bien pire. Les versions changeaient selon qui racontait, mais le fond restait le même, quelque chose s'était fissuré derrière les volets parfaits de la rue Allée du Chêne. Et Margot, la femme au pull doux et à l'épine dorsale d'acier, ne se taisait plus. La nouvelle s'est répandue rapidement dans le quartier. Le président du syndic l'a évoqué en passant pendant une réunion budgétaire. La prof de piano en a parlé en feuilletant les feuilles d'inscription au récital. Même la caissière du Lakezid Market a penché la tête quand Margot a payé le lait. Je ne savais pas que vous étiez cette Margot, a-t-elle dit, les yeux écarquillés. Franchement, tant mieux pour vous. Margot n'a pas alimenté les rumeurs. Elle ne les a ni démenties, ni corrigées, ni embellies.
Elle répondait simplement, d'une voix calme et posée, toujours avec les mêmes 5 mots. J'ai les documents si besoin. L'une des amies de Rachel, Jenny de l'APE, a envoyé un message à Margot sur Facebook. Le ton était mielleux, mais les mots étaient acérés. C'est vraiment dommage, tout ça. J'espère que vous réfléchirez à l'impact que cela a sur la réputation professionnelle d'Émile. Il y a des choses qui devraient rester privées. Margot a répondu avec une pièce jointe, la page 2 de l'acte de propriété. Émile non, noir sur blanc. Aucun message, aucun emoji. Juste le fait. Elle n'a jamais eu de réponse. Pendant ce temps, Rachel le menait sa propre opération de contrôle des dégâts. Une nouvelle publication est apparue sur Instagram, une photo filtrée d'elle, sirotant du thé sur la terrasse. Légende? Certaines personnes construisent des murs, d'autres la paix. Faites le bon choix. La section des commentaires a vite fleuri de sympathies vagues et de citations passives, mais quelques réponses plus directes sont apparues dessous. Mollywix 83, assez audacieux de poster ça quand la femme qui a financé ton apport doit porter plainte pour être reconnue. Gina de Lexington, peut-être évite de geler ta ML hors de son propre investissement. Rachel le a supprimé la publication en moins d'1 heure. Mais la vraie rupture ne s'est pas produite en ligne. Elle est survenue en personne, à une baby shower, de toutes les occasions. Margot n'y était pas techniquement invitée, elle avait décliné avec une dignité silencieuse. Mais la mère de Rachel, Eliane, était présente. Et Eliane savait tout par Brigitte, par sa sœur Araleg, par l'ancienne babysitter qui travaillait maintenant à l'accueil de l'agence immobilière et avait vu passer les papiers de médiation. Eliane a attendu que les cadeaux soient ouverts, que le gâteau soit découpé. Puis elle a pris Rachel le à part dans la buanderie. La porte ne s'est jamais fermée entièrement. Je t'ai élevé mieux que ça, a-t-elle dit d'une voix basse et tranchante. Tu lui as fait sentir qu'elle était un fardeau. Dans son propre investissement. Rachel le a serré la mâchoire. Tu ne connais pas toute l'histoire. Eliane n'a pas bronché. J'en sais assez. Je sais qu'elle a vendu la rente de son mari pour t'acheter cette maison. Qu'elle a passé Noël dans le froid. Qu'il y a désormais une saisie judiciaire. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Elle dramatise. Elle se retient, a sifflé Eliane. Parce que si c'était moi, j'aurais déjà appelé les infos locales. Pour une fois, Rachel le est resté sans répartie. Émile regard s'est tourné vers la porte, vers les femmes qui riaient dans la pièce d'à accent grave côté. Eliane s'est penchée un peu plus. Commence à nettoyer ton désordre, Rachel, ou le reste d'entre nous arrêtera de faire semblant qu'il n'existe pas. Ce soir-là, Margot a reçu un texto d'un numéro inconnu. Tu es en train de gagner, même si tu ne le vois pas encore. B. Elle est restée à le regarder longtemps, puis l'a supprimé. Pas par indifférence. Mais parce qu'elle savait déjà. Elle ne cherchait pas à gagner. Elle voulait compter. La mère de Rachel l'a confrontée, tu lui as fait sentir qu'elle était un fardeau. Dans son propre investissement. Elle appelait cela une générosité devenue avidité. Moi, j'appelais cela de la lucidité. La rumeur a pris des jambes. Longues. Dès le lundi suivant, Margot l'a entendu pour la première fois à la pharmacie, un chuchotement derrière elle, dans le rayon des vitamines. Il paraît que la grand-mère est instable, contrôlante, qu'elle a essayé d'emménager sans prévenir. Elle ne s'est pas retournée. Inutile. La voix était trop lisse, trop théâtrale. Le cercle social de Rachel. Des femmes qui boivent de l'eau au concombre et programment leur botox selon les saisons. Le jeudi, l'histoire avait déjà muté. À la poste, quelqu'un disait qu'elle voulait l'entière propriété, qu'elle exigeait un loyer. À la station-service, quelqu'un a soufflé, narcissique. Et à la répétition de chorale, une alto a carrément évité son regard, comme si le conflit juridique était contagieux. Peu importait que son dossier soit solide, méticuleusement documenté. Rachel le menait une autre campagne.
Et Margot était devenue la méchante dans son récit. Le point de bascule est arrivé avec une publication Facebook. Elle est apparue après le dîner. Margot finissait les dernières bouchées d'un hachis parmentier quand Chantal lui a transféré la capture d'écran. Rachel le avait rédigé un essai de 500 mots déguisé en mots de remerciement à ses amis et à sa famille pour leur soutien durant une période difficile. Un texte fleuri, empreint d'une humilité feinte, mais dont le sous-texte était limpide. C'est déchirant quand l'amour cède la place au pouvoir de l'argent. Quand la générosité devient une arme. Quand fixer des limites est perçu comme une trahison. Jamais nous n'aurions imaginé être attaqués en justice par notre propre famille. Mais nous trouvons notre force dans la vérité. Les commentaires ont afflué à toute vitesse. Reste forte, Rachel. Les familles peuvent être si toxiques. Les limites, c'est essentiel. Ne laisse personne te faire culpabiliser. Margot faisait défiler en silence, jusqu'à ce qu'un commentaire foudroyant lui glace l'échine. Si elle décline mentalement, peut-être est-il temps d'envisager une tutelle. Elle resta figée devant l'écran, la fourchette suspendue, son dîner refroidi. Voilà. Ce n'était plus seulement une attaque sur sa personne, c'était le début d'un processus d'effacement. Le lendemain matin, Margot ne prit pas rendez-vous. Elle se rendit directement au bureau de Chantal, classeur à la main, déterminée comme une femme qui n'avait plus de temps à perdre avec les convenances. Chantal releva les yeux et referma aussitôt son ordinateur. J'ai vu la publication. Margot ne s'assit pas. Je veux que tout cela cesse. Maintenant. J'ai déjà rédigé la mise en demeure, répondit Chantal en lui glissant un dossier. Nous la transmettrons directement à son avocate, avec un message clair, toute diffamation persistante entraînera des poursuites civiles. Atteinte à la réputation, détresse émotionnelle, dommages potentiels. Margot ouvrit le dossier, lut à voix haute le paragraphe d'introduction, d'une voix plus glaciale que l'hiver. Ma cliente est restée silencieuse tout en subissant des atteintes à sa réputation, causées par des propos délibérément mensongers et malveillants. Elle hocha une seule fois la tête. Envoyez-le. La lettre fut remise par huissier dans l'après-midi même. Accusée de réception signée, remise en main propre. Et pourtant, Rachel le n'arrêta pas. Elle devint simplement plus subtile. Des messages privés, des appels murmurés, des silences calculés lorsqu'on lui posait des questions directes. Margot ne luttait plus contre une personne. Elle luttait contre une image de marque, la famille Laurent, jeune, stable, photogénique, face à Margot Perrin, retraitée, veuve, isolée. Une histoire taillée pour les réseaux, consommée en 10 secondes, jugée en 5. Mais Margot avait ce que Rachel n'avait pas, des preuves, du temps et désormais une voix. 3 jours plus tard, elle reçut un message d'un nom inconnu. Objet, demande d'interview au second soliste, un podcast sur la propriété et le pouvoir familial. Bonjour Margot. Je suis animatrice d'un podcast qui explore les dynamiques juridiques et émotionnelles dans les conflits familiaux, en particulier ceux liés au vieillissement, à la dépendance et aux droits de propriété. Une collègue m'a parlé de votre histoire. Accepteriez-vous de la partager? C'est une émission locale, mais elle touche un large public de femmes de plus de 45 ans, ayant vécu des situations similaires d'effacement. Sans pression, mais je crois que votre voix pourrait faire la différence. Bien à vous. Delphine Ayot. Animatrice et productrice, second soliste. Margot resta longtemps à fixer l'écran. Elle pensa au soir de Noël. La tarte refroidissant dans l'obscurité. Le tintement des verres derrière les vitres. La table qu'elle avait bâtie, disparue. Et maintenant, une invitation non pas dans la maison d'un autre mais dans une pièce où sa voix serait la première à être entendue. Une animatrice de podcast local lui écrivait pour entendre sa version de l'histoire. Ils m'ont laissé dehors dans le froid. J'ai construit mon propre feu. Le studio de podcast était plus petit que ce qu'elle avait imaginé, une simple pièce nichée au-dessus d'une librairie d'occasion, qui sentait le papier, l'encre et le bois ancien. Mais l'air y était chaud, sec, stable. Comme un foyer.
Elle n'avait dit à personne qu'elle viendrait. Pas de statut en ligne, pas de citation énigmatique. Pas même à Chantal, bien qu'elle sache que l'avocate aurait donné son accord. Ce n'était pas une décision légale. C'était personnel. Prête, demanda Delphine à Yo, sa voix douce à travers la vitre du studio. Elle était plus jeune que Margot ne l'avait imaginé, la trentaine, le regard clair, une sérénité qui n'avait pas besoin d'éclat pour imposer le respect. Margot hocha la tête, retira son manteau et le plia soigneusement sur le dossier de la chaise. « Je ne suis pas là pour accabler qui que ce soit, » dit-elle avant que le micro ne s'allume. « Je ne veux pas transformer ma famille en sujet de raillerie. » Delphine sourit. « Vous n'avez pas besoin de ça. Dites simplement votre vérité. » Elles commencèrent par les bases, les origines, la famille, la maison. Margot parla simplement, comme elle le faisait lors des réunions de parents d'élèves ou des présentations budgétaires, calme, mesurée, avec juste ce qu'il faut de silence pour laisser à chaque vérité le temps de s'imprimer. Quand mon mari est mort, je n'ai pas touché à l'argent de l'assurance pendant 6 ans. Je l'avais placé dans une rente viagère, non pas parce que j'épargnais pour quelque chose de précis, mais parce que je ne savais plus ce que je pouvais désirer. Et puis mon fils m'a appelé. Ils avaient trouvé la maison, disait-il. Il ne leur manquait plus que l'apport initial. Delphine ne l'a pas interrompu. Elle a laissé faire. Elle a laissé Margot imposer le rythme. Je leur ai donné l'argent comme un geste de confiance. Pas par charité, ni par désir de contrôle. J'ai demandé à être sur l'acte de propriété, non pas pour prendre des décisions, mais parce que j'avais fait un investissement. Ils ont accepté. Et puis, peu à peu, ils ont oublié. La voix de Margot ne tremblait pas. Pas une seule fois. Mais l'atmosphère de la pièce a changé quand elle en est venue à parler de la veille de Noël. Elle a décrit la tarte sur ses genoux, l'allée, la voix enjouée de Rachel, la vue par la fenêtre. Pas d'enjolivement, juste des détails, nets et précis. Les mains de Delphine sont restées immobiles sur le bureau, sauf une fois, lorsqu'elle a discrètement tendu un mouchoir à travers la table. Margot ne l'a pas pris. Elle ne pleurait pas. Elle construisait quelque chose. Je ne suis pas la première femme qu'on rend invisible dans une maison qu'elle a contribué à bâtir, a dit Margot vers la fin de l'entretien. Et je ne serai pas la dernière. Mais je serai celle qui a dit, c'est terminé. L'expression de Delphine s'est tendue, par respect. Il ne s'agit pas d'amertume. Il s'agit de limite. Il s'agit de dire que ma voix compte. Même si je suis la plus âgée dans la pièce, même si je suis la plus silencieuse, même s'ils m'ont laissé dans la voiture pendant qu'ils allumaient des bougies à l'intérieur, j'ai bâti mon côté du feu, et je resterai au chaud aussi longtemps que je l'aurai décidé. Un long silence s'est installé. Puis Delphine s'est penchée et a appuyé sur un bouton. Enregistrement terminé, a-t-elle dit. C'était quelque chose. Margot a hoché la tête une fois, aussi calme que toujours. Bien. Je pensais chaque mot. L'épisode est sorti 2 jours plus tard. Il s'intitulait simplement La conte qui m'a coûté une chaise. Margot ne l'a pas promu. Elle ne l'a même pas mentionné en passant chez Brigitte pour un café ce matin-là. Mais à la tombée de la nuit, son téléphone bourdonnait de messages, y compris d'une femme qu'elle n'avait pas vue depuis la fac. J'ai pleuré pendant les 10 dernières minutes. De la secrétaire de l'église, je ne savais pas. J'aurais dû savoir. D'une inconnue, je vis quelque chose de similaire. Merci. Ce qui l'a le plus surprise, ce n'est pas l'attention. C'est la manière dont le silence avait changé. Avant, c'était un silence qui l'excluait. Maintenant, c'était un silence qui écoutait. L'extrait du podcast est devenu modérément viral sur les réseaux sociaux, sous le titre La conte qui m'a coûté une chaise. Ils ont supplié pour la paix quand l'estimation est tombée. Le silence dans la salle de médiation n'était pas neutre. Il était chargé. Margot était assise bien droite, les mains posées avec soin sur un bloc-notes en cuir. Pas de café, pas de gribouillis, pas de doigts nerveux. Juste de l'immobilité,
de la précision. En face d'elle, l'avocate de Rachel lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Émile gardait les yeux baissés, sa cravate légèrement de travers, comme s'il avait oublié comment on la noue. La médiatrice, une femme d'une cinquantaine d'années au regard aguerri et au visage marqué, s'est éclairci la gorge. L'évaluation indépendante est arrivée. Margot n'a pas bronché. Elle connaissait déjà le chiffre. Chantal le lui avait envoyé la veille par texto, c'est entre crochets, 1,37 million de dollars, bien plus que ce qu'ils avaient imaginé, en raison des fluctuations du marché, des rénovations récentes et du code postal prisé. La maison dont ils avaient tenté de la chasser était désormais une cage dorée, et Margot détenait la clé de la porte d'entrée. La médiatrice a regardé Rachel le droit dans les yeux. Mademoiselle Laurent, votre avocate a examiné les titres de propriété et les relevés financiers fournis par Mademoiselle Perrin. Il n'y a aucun litige concernant sa part de 30%. Compte tenu de cela, et de l'augmentation de la valeur du bien depuis l'achat, voici la proposition de répartition. Elle a glissé un document de l'autre côté de la table. Le visage de Rachel s'est tendu. Ses doigts serraient le papier comme s'il allait la mordre. Émile a jeté un regard furtif à Margot, puis de nouveau à la table. C'est définitif ? La médiatrice a hoché doucement la tête. À moins que l'une des parties ne souhaite porter cela devant les tribunaux. Ce que, vu les preuves et une hypothèque active, je ne recommande pas, Margot n'a pas jubilé. Elle ne sourit même pas. À la place, elle se pencha légèrement en avant, la voix basse mais assurée. Tu m'as demandé de rester dehors, et je l'ai fait. Pendant des années, en silence, avec patience. Mais la propriété ne disparaît pas simplement parce qu'elle dérange. La voix de Rachel se brisa avant qu'elle ne puisse se reprendre. Tu tires profit de notre maison, de notre vie, comme s'il s'agissait d'un simple jeu d'investissement. Margot la regarda droit dans les yeux, le regard limpide. Je ne fais que réclamer ce qui m'est dû. Les termes ont été finalisés dans l'heure. La maison serait mise en vente sous 30 jours, vendue en 90 ou moins. La part de Margot, 30% de la valeur estimée actuelle lui serait versée intégralement à la clôture de la vente. Pas de conditions, pas de délai. Le privilège resterait actif d'ici là, garantissant légalement le respect des accords. Alors que les avocats discutaient de la logistique et des agents immobiliers, Margot les laissa parler sans les écouter. Les chiffres ne l'intéressaient plus. Pas comme avant, pas comme le poids de son nom imprimé clairement sur l'acte de propriété. Elle avait été effacée des anniversaires, des photos, des bulletins d'information, et de la table de Noël. Mais maintenant, c'était elle le titre principal. Quand la réunion prit fin, Émile resta un moment après que Rachel eut quitté la pièce d'un pas furieux, ses talons claquant sur le carrelage. Il avait l'air fatigué. Plus vieux. Maman, commença-t-il. Margot se tourna lentement vers lui, sans répondre. Il chercha ses mots, se frottant la nuque. Je ne voulais pas que ça aille si loin. Elle le fixa longuement. Ni durement, ni cruellement, mais avec précision. Ça n'a pas commencé dans cette salle, Émile, dit-elle doucement. Ça a commencé sur ton perron, le jour où tu as détourné le regard. Il ouvrit la bouche, puis la referma. Émile silence était un aveu en soi. 2 semaines plus tard, une enveloppe blanche arriva par courrier, envoyée par l'agence d'entiercement. À l'intérieur, une estimation officielle de versement, détaillée jusqu'au centime, Margot L. Perrin. Produit net estimé, 411 000 $. Plus qu'elle n'avait espéré, plus qu'elle n'aurait osé rêver revoir un jour. Le marché avait joué en sa faveur mais aussi le temps, l'épreuve, et la persévérance. Elle tint le papier un instant dans ses mains, absorbant son poids pas seulement en dollars, mais en dignité. Elle ne pleura pas. Elle alla à son bureau, le glissa dans un dossier intitulé Règlement en vue du chêne, puis ouvrit une carte vierge, au papier texturé de lin. Aucune citation imprimée, juste de l'espace pour ses mots. Elle prit son stylo. Émile, cela n'avait pas besoin de se terminer au tribunal. Tout a commencé sur le trottoir.
Maman. Elle la scella. Pas d'adresse de retour, juste son prénom. Et pour la première fois depuis des années, elle sentit que la balance penchait. Pas vers la vengeance. Vers la résolution. Elle écrit une courte lettre privée à Émile. Cela n'avait pas besoin de se terminer au tribunal. Ça a commencé sur le trottoir. Cette année, j'ai fabriqué ma propre chaise, et toute la table aussi. Le premier objet que Margot déballa fut la chaise. Un vieux fauteuil en chêne aux pieds tournés, avec un coussin qu'elle avait retapissé elle-même dans un doux vert sauge. Une chaise qui avait d'abord été dans sa salle de classe, puis dans sa salle à manger, ensuite rangée quand elle n'avait plus de place pour elle. Maintenant, c'était le premier meuble à franchir le seuil de sa nouvelle maison. Le duplex était petit, mais rempli de caractère. Des arcs en guise de porte, une étagère intégrée près de la cheminée, un parquet d'origine sous ses pieds, et une véranda baignée juste assez de lumière pour le thé du matin. Ça sentait le cèdre, la vieille peinture, et les nouveaux départs le bois réchauffé par le temps. Elle passa sa main le long de la rampe de l'escalier pour se stabiliser. Émile non figurait désormais sur la boîte aux lettres, sur l'acte, sur la sonnette et personne n'avait besoin de l'inviter à entrer. 2 semaines avant Noël, elle envoya les invitations. Pas de lettre dorée ni de prétention, juste un mot manuscrit plié en 2, attaché avec de la ficelle rouge. Dîner de Noël, chez moi, à ma table. Venez affamés. Repartez rassasiés. Margot. Elle ne les avait pas envoyés qu'à sa famille. Elle les avait adressés à ceux qui lui avaient laissé une place. Brigitte, sa voisine de l'ancien quartier. Judith, son amie de la chorale. Chantal, qui avait d'abord dit qu'elle refuserait, puis changea d'avis et proposa d'apporter une tarte aux poires. Même Dana, l'animatrice du podcast, en reçut une. Tu m'as offert un micro, avait dit Margot. Et je veux t'offrir une assiette. Le jour de Noël, sa cuisine bourdonnait de chaleur. Le four diffusait un parfum de romarin et d'agrumes. Une marmite de cidre fumait doucement sur la cuisinière, parfumée aux clous de girofle et aux zestes d'orange. Des rires montaient du salon, où les assiettes s'entrechoquaient et quelqu'un ajustait la musique. Nat King Cole, évidemment. Il y avait 7 chaises autour de la table. Margot avait ajouté une rallonge pour l'agrandir, malgré l'espace restreint. Elle voulait que ce soit plein, non pas surchargé, plein de visages qui la voyaient, de voix qui prononçaient son nom sans tension ni regard en coin. Judith tendit la main vers la purée de pommes de terre et lui sourit à travers la table. Voilà ce que Noël devrait être. Margot lui rendit un sourire discret. Voilà ce que c'est, enfin. Plus tard ce soir-là, après que les bougies se furent consumées et que chacun soit reparti avec des restes emballés dans du papier aluminium, Margot resta debout dans l'embrasure de la cuisine. Elle ne se sentait pas fatiguée. Elle se sentait affirmée. Le silence n'était plus vide. Il était mérité. Elle tendit la main vers l'évier pour rincer la dernière assiette quand la sonnette retentit. Il était plus de 22 heures. Elle s'essuya les mains sur une serviette et s'avança vers la porte d'entrée, son ombre s'étirant le long du couloir. Lorsqu'elle ouvrit, la lumière du porche clignotait faiblement dans le froid. Il n'y avait personne. Juste une boîte en carton sur le paillasson. Pas d'étiquette, pas de tampon de livraison. Elle la ramena lentement à l'intérieur et la posa sur le comptoir de la cuisine. Elle ouvrit les rabats avec délicatesse, sans vraiment savoir à quoi s'attendre. À l'intérieur se trouvait son plat à tarte, celui de Noël dernier, celui qui était resté intact dans sa voiture, qui n'avait jamais atteint la table. Une note pliée y était glissée, écrite à la main dans l'écriture familière de son fils. Maman, je suis désolée. Je me souviens. Elle resta longtemps à fixer la note, non pas pour la déchiffrer ou la questionner, mais pour la laisser résonner en elle. Dans la chaleur de sa cuisine, baignée par sa propre lumière, Margot lava soigneusement le plat, comme un objet revenu d'entre les morts, puis le rangea sur l'étagère du haut. Pas au premier plan, mais pas caché non plus. Une livraison d'Émile était arrivée, son plat à tarte accompagné d'un mot. Je suis désolé. Je me souviens.
On m'a traité comme une transaction. J'en ai fait une transformation. Le chèque resta 2 semaines dans son sac. Chaque fois que Margot y cherchait son portefeuille, ses doigts effleuraient l'enveloppe scellée, lourde non de papier, mais de possibilités. Ce n'était pas juste de l'argent. C'était le dernier souffle d'une tempête. Un chapitre se fermait, non dans les cris, mais dans la stratégie. Elle attendit un samedi matin ensoleillé, sans contrainte, et s'habilla avec soin et calme. Un cardigan bleu marine, un pantalon à plis doux, et une chaîne argentée avec l'alliance de son mari glissée dessus non pas en symbole de deuil, mais en mémoire de l'homme qui avait dit un jour. Fais en quelque chose de bien, quand le moment sera venu. Le moment était venu. Le bureau de l'association Opaos pour femmes était installé dans une maison artisanale rénovée à la périphérie de la ville. Bois blanc, véranda qui faisait le tour, et une enseigne en bois peinte de lettres dorées à la main. À l'intérieur, l'odeur du café fraîchement préparé se mêlait à celle des livres usés et du nettoyant à la lavande. Un tableau d'affichage était couvert de photos, des femmes souriantes tenant des clés, de jeunes mères à des inaugurations, des cartes de remerciements écrites à la main. Margot s'approcha du comptoir, l'enveloppe calée sous son bras. Une jeune femme aux boucles naturelles leva les yeux de son écran. « Je peux vous aider ?» « Oui, » répondit Margot avec un doux sourire. « Je crois que vous le pouvez. » Elle ne fit pas de discours. Lorsque la directrice la rejoignit dans la petite salle de réunion, Margot posa simplement l'enveloppe sur la table et dit « Cela vient d'un passé auquel je ne retournerai pas et d'un avenir que je souhaite offrir à quelqu'un d'autre. » La directrice cligna des yeux, puis ouvrit lentement l'enveloppe. Ses yeux s'écarquillèrent. 40 000 $? Margot hocha la tête. Pour financer tout ce qui permet à des femmes d'avoir leur nom sur l'acte de propriété, pas seulement leurs mains sur les travaux. La femme souffla, s'adossant à sa chaise. Vous venez de changer la vie de quelqu'un. Peut-être de plusieurs personnes. Margot joignit les mains. Tant mieux. Cet argent n'a pas sauvé ma famille, mais peut-être qu'il aidera quelqu'un d'autre à sauver la sienne. De retour chez elle, Margot alluma un feu. Non pas parce qu'il faisait froid, mais parce que cela lui rappelait qu'elle en était capable. Elle sortit son journal, celui à la couverture épaisse, aux pages crème, avec un ruban bleu. Sur la première ligne, elle écrivit d'une main assurée. Ils ont appelé ça un cadeau, mais j'ai gardé le reçu. Elle fit une pause, puis continua d'écrire, sa plume glissant comme si sa main attendait depuis des années l'autorisation. La prochaine fois que je donnerai quelque chose, je resterai à table assez longtemps pour le voir servi, non pas par méfiance, mais par estime de moi. Elle tapota son stylo contre la page, pensant au mot d'Émile, au plat à tarte, à l'absence d'excuses. Ce n'était pas une réconciliation, mais c'était quelque chose. Une brèche dans le silence. Un début. Ce soir-là, elle prépara une soupe maison. Lentilles, carottes, thym. Le parfum emplit doucement, chaleureusement sa cuisine. Elle bougeait comme quelqu'un qui n'attendait plus les remerciements. À mi-repas, elle lança l'épisode de podcast que Delphine avait republié après l'accord, un court post-scriptum sur les résultats et le pouvoir d'agir. Margot ne sursauta pas lorsque sa propre voix sortit des enceintes. Certains appelleront toujours cela de la cupidité quand une femme reprend sa place, surtout si ce sont eux qui l'en ont chassée. Elle laissa les mots flotter dans la pièce. Ni fière, ni amère. Juste vrai. Elle avait mérité chaque syllabe. Alors que le feu s'amenuisait, elle reprit son journal et tourna jusqu'à la dernière page, restée vide jusqu'à ce soir. C'était là qu'elle gardait ce qu'elle ne savait pas dire. Ce soir, elle y écrivit la dernière ligne de la même main qui, autrefois, portait des tartes et du silence jusqu'à une porte. Ils m'ont demandé d'attendre dehors. J'ai répondu depuis l'intérieur de la loi. Elle referma le journal et s'adossa, les flammes projetant une lumière douce dans son salon. Ni victorieuse, ni vindicative. Simplement chez elle. Enfin entière.